Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale. Je suis Nicolas Chéron et bienvenue pour cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 avril. Le titre du jour est « Pétrole et bancaires peinent à soutenir les indices ». En effet, ces dernières séances, le pétrole WTI s'est apprécié de près de 15%. Les bancaires ont entamé un rebond technique ces dernières séances alors qu'elles étaient particulièrement baissières et délaissées. Les banques italiennes pourraient être sauvées à court terme puisque un fonds de défaisance, nous allons en parler, a été créé. Mais malgré tout, on se rend compte que les indices américains plafonnent, qu'ils s'accrochent à leur support. On note des indices européens qui tentent tous les jours de rebondir, mais qui ont du mal à s'extraire de la zone actuelle. C'est la raison pour laquelle je disais que pétrole et bancaires peinent à soutenir les indices, car effectivement, si le pétrole et les bancaires soutiennent, eh bien, pour autant, les indices n'arrivent pas à s'apprécier. Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette matinale. Nous allons faire le point complet sur la situation. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui regardent cette vidéo enregistrée au quotidien. Comme d'habitude, en haut de votre écran, vous avez les outils de chat et de questions-réponses pour pouvoir discuter avec moi au long de cette présentation. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble les dernières news, le calendrier économique, nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité, la saison des résultats s'est ouverte avec Alcoa hier, qui revoit à la baisse ses prévisions. Le titre Alcoa en after hour, donc après la clôture de 22 heures, était en baisse de 4%. Les USA s'attendent à la pire saison de résultats depuis 2009. En effet, il se pourrait que pour le troisième trimestre consécutif, les résultats d'entreprises américains soient en baisse. Un accord sur l'aide grecque est attendu dans les séances semaines à venir, donc cela aussi, ça pèse sur l'Europe et ce sera à suivre. L'Italie, comme je vous le disais donc en introduction, a créé un fonds de 5,7 milliards pour soutenir et solidifier son secteur bancaire. C'est ce qui a permis aux assureurs et aux banques de rebondir ces dernières séances. Robert Kaplan de la Fed considère que les chiffres économiques ne permettent pas une hausse de taux en avril et je pense qu'il est d'accord avec Janet Yellen sur le rythme prudent de hausse de taux à court terme. La Fed devrait suivre les développements macroéconomiques de près dans les séances et semaines qui viennent. Au Brésil, Dilma Rousseff se rapproche pas à pas de la destitution. Et puis, concernant le pétrole, Goldman Sachs ne s'attend pas à une hausse du pétrole suite au sommet de Doha, donc le 17 avril prochain. Pour le moment, on constate donc une hausse de près de 20% sur les 6 dernières séances du pétrole. Cette hausse du pétrole a été due donc d'une part à des stocks en baisse et d'autre part à des spéculations en amont du sommet de Doha. Ce que nous explique Goldman Sachs, en fait, c'est que pour le moment, les opérateurs spéculent sur cette réunion, mais a priori, même si la réunion devait déboucher sur un gel de production de certains pays producteurs, ce gel de production pourrait s'opérer sur des niveaux de production à des plus hauts historiques, à des plus hauts records, et donc ça ne baisserait pas significativement l'offre de pétrole sur le marché. Goldman Sachs s'attend au deuxième trimestre à une surabondance de l'offre qui pourrait de nouveau peser sur les cours. Donc à court terme, on a bien évidemment donc un mouvement haussier, un mouvement spéculatif qui est nourri. On va le voir ensemble, on arrive sur une zone d'importance. Si cette zone casse, on pourra peut-être aller plus haut avant le sommet de Doha. Par contre, plus on va monter, plus il faudra faire attention, car ce sommet, à lui tout seul, ne changera pas foncièrement la donne sur le marché pétrolier. Côté entreprise, donc Alcoa a fait état d'une baisse de 15% de ses ventes et d'un résultat net en chute libre. Il est
tout juste positif. LVMH a publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes de 2% ce matin, alors que LVMH était un des titres du luxe qui était le plus solide. Donc le titre est sanctionné ce matin et la plus forte baisse du CAC 40. Atos a annoncé mardi la présentation de son supercalculateur Boule Sequana. Alors pourquoi je vous parle de cela? Parce que je suivais beaucoup la valeur Bull il y a quelques années, une valeur française, des spécialistes du supercalculateur. Et juste pour vous donner une idée, ce supercalculateur sera capable d'opérer 1 milliard de calculs à la seconde. Donc c'est pour vous dire à quel point nous arrivons dans des domaines très pointus à des chiffres vraiment faramineux. Et puis ce soir, après bourse, on aura la publication du titre GTT. Côté statistique, hier, on a eu la production industrielle italienne à moins 0,6% contre les moins 0,8% attendus. Donc là, c'était un chiffre de moyenne importance. On avait aussi hier les prix à la consommation chinois inférieurs aux attentes à 2,3% contre 2,4%. Et puis les prix à la production en Chine étaient supérieurs aux attentes à moins 4,3% contre moins 4,6%. Ce jour, donc à 10h30, nous aurons les indices des prix à la production et consommation en mars en Angleterre. À noter la forte tenue de la livre ces dernières séances, depuis la zone des 1,40, dont nous avons parlé à plusieurs reprises. À 15h, nous aurons un discours de Patrick Harker de la Fed. À 20h, la balance du budget fédéral en mars aux US. À 21h, le discours de John Williams de la Fed. Et à 22h, discours de Jeffrey Lacker de la Fed. Donc pas mal de discours de membres de la Fed qui pourraient de temps à autre engendrer un peu de volatilité. Voilà donc pour l'actualité. On va passer à la plateforme CMC Markets. On va regarder ensemble les indices boursiers. Donc, la semaine dernière, on avait vu ensemble que le DAX, le CAC, les indices européens en général et les indices américains également s'accrochaient au support. Donc la semaine dernière, le lundi, le mercredi, nous avons eu des attaques baissières. Heureusement, le mardi, le jeudi, le vendredi, les acheteurs ont tenu. Nous sommes remontés lundi, on s'est approché de résistance et puis aujourd'hui, nous consolidons. Donc on reste bien dans le carcan, dans la neutralité de la zone de la semaine dernière. Donc à court terme, pour le moment, on reste neutre en Europe. Certes, les acheteurs se sont manifestés sur les supports, mais les vendeurs sont toujours présents sous résistance. C'est en fonction de la sortie de la zone actuelle que nous allons avoir théoriquement le tempo pour la suite. Si les acheteurs arrivent à sortir de la zone actuelle par le haut, on parlerait de reprise de la dynamique haussière en place depuis 2 mois, avec à la clé un retour potentiel vers les résistances. Sur le DAX, la résistance majeure se trouve à 10 100 points, 10 130 exactement. Au contraire, si on échoue sous les résistances, eh bien on risque de revenir sur les supports. Et si on casse ces supports, nous avions vu ensemble qu'on pourrait alors rentrer en tendance baissière de court terme et on relancerait alors la dynamique baissière de moyen-long terme en place sur le DAX depuis déjà 1 an. Donc c'est pour ça que acheteurs et vendeurs se battent autant dans la zone actuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de catalyseur qui permet une sortie de la zone de prix. Donc il faudra rester factuel. Nous sommes dans des ranges, les supports ont été payés, mais les résistances bloquent toujours. Pour le moment, les acheteurs tiennent bon. Mais voilà, ça reste pour le moment de la neutralité. On va regarder l'indice 440 également, qui est dans la même configuration que le DAX. Donc le 440, lui, consolide depuis à peu près 1 mois, depuis la BCE du 10 mars dernier, qui avait engendré un point haut à 4580 points sous le gap baissier annuel. On peut constater que les cours sont dans un canal baissier. Nous avions vu la semaine dernière que les cours s'accrochaient au bas de canal. Puis nous avons vu ensemble, donc c'était vendredi, que les cours ont tenu la zone des 4255 et repartaient à la hausse.
Hier, de nouveau, les cours ont tenté de partir à la hausse, sont revenus à la baisse, ont touché le support et se sont stabilisés autour des 4300 points. Ce matin, on a ouvert à 4300 points, mais de nouveau, eh bien, les indices sont un peu lourds et le CAC s'approche de son support. Donc ici, les zones de support et de résistance sont plutôt facilement identifiables. À 4260 points, soit les plus bas d'hier, vous avez l'oblique de soutien du CAC 40. Tant qu'on est au-dessus des 4260 points, on peut parler de biais haussier et de soutien acheteur. Si on casse les 4250-4260 points, qui étaient vraiment la zone d'importance la semaine dernière, on pourrait revenir vers le bas de canal, et le bas de canal se situe désormais à 4200 points. Au contraire, si on tient la zone actuelle et qu'on arrive à relancer, bien évidemment les 4320 points, c'est les résistances depuis une semaine, on doit les dépasser. Au-dessus de ces prix-là, on retrouverait les plus hauts d'hier à 4340 points. Et au-dessus de cela, on retrouverait le haut de canal et la moyenne mobile à 20 jours dans la zone des 4370 points. Donc là, au cours actuel, on est, je dirais, en plein milieu. Le support clé, donc c'est le bas de canal à 4200 points. La résistance clé, c'est la MM20 conjuguée au haut de canal à 4370 points. Et à 4276 points au cours actuel, on est pratiquement en plein milieu. On est sur une zone de prix d'importance. On est sur l'oblique ici qui passe à 4260 points. Tant qu'elle tient, les acheteurs tiennent tant bien que mal. Si on la casse, alors on pourrait avoir de nouveau des risques baissiers qui feraient surface. On peut regarder ensemble l'indice VIX, l'indice de volatilité. On a vu ensemble la semaine dernière lors d'un webinaire spécial que la volatilité était un indicateur avancé intéressant à suivre. Lorsque la volatilité est faible, eh bien le marché est plutôt complaisant et aura tendance à monter. Lorsque la volatilité augmente, eh bien il y a des soubresauts, il y a des accès de faiblesse et il y a souvent des mouvements baissiers. Ce qu'on peut constater ici sur le VIX, c'est que l'indice de volatilité évoluait à la baisse dans un canal baissier. Depuis une semaine, on peut constater qu'il est sorti de son canal baissier. Il y a eu des pullbacks non loin de la borne haute du canal précédemment cassé. Et désormais, on est neutre. On est neutre, on est dans une situation d'attente à plat. Si la volatilité dans les séances qui viennent accélère au-dessus de la zone des 17,20, 17,30, alors on pourrait avoir une hausse de la volatilité qui serait signe de baisse sur les indices boursiers. Au contraire, tant que la volatilité reste à ces niveaux et si elle redescendait vers le bas de son range, alors on pourrait avoir des indices solides qui tenteraient de remonter depuis les supports. Donc le VIX est intéressant à suivre comme indicateur avancé. Si vous le voyez fortement décalé à la hausse, alors il faut se méfier. Les vendeurs pourraient reprendre la main sur les indices. Côté américain, on s'accroche au support, mais on voit bien que les vendeurs sont très présents. La semaine dernière, donc, on a tenu les supports, on a tenté de relancer à la hausse vendredi, on a clôturé sous la moyenne mobile à 15 séances. Hier, on a tenté de redépasser la moyenne mobile à 15 séances et on a clôturé dessous et on a clôturé pile sur le support. Et aujourd'hui, on a ouvert sur le support, on est remonté encore sous MM15 et on est actuellement pile poil sur le support. Alors la configuration actuelle quand même laisse entendre que les acheteurs n'ont plus la main à court terme et que la tendance haussière forte n'est plus d'actualité. Nous avions vu ensemble que le SP500 restait haussier tant qu'il était au-dessus de sa moyenne mobile à 15 séances. Donc le fait la semaine dernière qu'il casse sa moyenne mobile jeudi était un signal baissier potentiel. Vendredi, la hausse n'a pas réussi à reprendre. Lundi, ce jour, les baissiers continuent de maintenir les cours sous MM15. Donc on peut considérer que tant qu'on sera sous cette moyenne mobile à 15 séances, à court terme, les vendeurs prennent la main et il y a un risque de cassure de support. Si in extremis, on arrive à tenir le support et à reprendre la MM15 en cours de clôture, on se maintiendrait dans le range et on aurait possiblement un retour vers la borne haute à 2080 points.
Si au contraire, on reste sous cette moyenne mobile à 15 séances, les vendeurs gardent la main à court terme et que l'on casse le bas du range, les 2040 points à court terme, alors le SP500 pourrait consolider en direction de son support clé, en direction des 2000 points. Alors j'ai Alain qui me dit le SP500, le graphique est effrayant. Alors il faut prendre cela avec des pincettes. Parfois, les indices américains plient mais ne rompent pas. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu un mouvement haussier fort et une simple consolidation. Donc, on ne peut pas dire que ce soit franchement baissier. Après, à court terme, on voit bien effectivement que les vendeurs ont la main. On voit les longues mèches hautes qui montrent que les vendeurs appuient sur les cours au quotidien, mais ils n'ont pas réussi à casser le support. Donc restons factuels, Alain. Effectivement, le graphique nous montre des accès de faiblesse, mais pour le moment, pas de cassure validée en cours de clôture. Si tel devait être le cas, alors effectivement, on pourrait avoir une consolidation. Mais après tout, qu'est-ce que ce serait une consolidation du SP500 vers les 2000 points après la forte hausse des cours qu'on a eue entre 1800 et 2080 points? Le SP500 vient de prendre 280 points en ligne droite, donc un peu plus de 10% à la hausse. Il est complètement légitime qu'il consolide de 2%, et même s'il consolidait vers les 2000 points, il consoliderait de 4%. Donc ce n'est pas grand-chose. Tony me dit, au niveau actuel des indices américains, une étincelle, donc une mauvaise nouvelle, entraînerait rapidement les cours vers les récents plus bas. Alors Tony, nous venons d'entrer dans la période des résultats. Et cette année, enfin ce trimestre, on attend des résultats d'entreprises américaines fortement en baisse. Donc il suffirait que les résultats US soient tout simplement en ligne ou un petit peu supérieurs au consensus qui est très faible pour que les indices américains se tiennent. Donc il faut voir cela, on peut voir cela avec le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On peut voir des indices américains solides qui sont remontés très fortement, qui consolident légèrement sous leur plus haut, alors que la saison de résultats vient de commencer. Si dans les séances qui viennent, on a des bons résultats, la hausse pourrait reprendre à tout moment. Au contraire, bien évidemment, si les résultats d'entreprise sont pires que ce que l'on attend, et les attentes sont relativement faibles, alors là, cela justifierait bien évidemment sûrement un courant vendeur, un courant qui viendrait faire pression sur les cours. Je continue. Donc, on a parlé du CAC, du DAX qui sont très neutres, qui restent sous pression. On a parlé du SP500 qui est désormais neutre et pile poil sur son support. On a vu ensemble que les indices plient mais ne rompent pas. Soyons factuels. Attendons de voir si des clôtures sous les supports interviennent, auquel cas les vendeurs prendraient la main à court terme. Pour le moment, on continue de travailler les supports dans des ranges et ces derniers ne sont pas cassés. On a parlé des indices européens, américains, on a parlé du VIX, bien évidemment il faut parler du Japon. Étant donné qu'on a eu une consolidation du yen, eh bien le Nikkei, l'indice japonais, a réussi à se stabiliser ces dernières séances. Donc le yen, on en a beaucoup parlé, pendant près de 10 séances consécutives il s'est apprécié, la paire USD-yen est passé de 114 à 108. Ce que l'on peut constater depuis le début de la semaine, c'est que l'USD-Yen s'accroche à la zone des 108. Ça permet donc au Nikkei de respirer. Donc voilà pour les indices. On va passer aux actions françaises. Aux actions françaises, on a plus forte baisse Parrot, qui reste en tendance baissière et qui travaille toujours sa zone de support. On l'avait regardé ensemble la semaine dernière. La zone de support, elle est comprise entre 15 et 17. On est pile à 16,87. On travaille cette zone de support. Est-ce qu'elle va tenir ou pas? Telle est la question. Pour le moment, les vendeurs semblent avoir la main. Si à tout moment on venait casser l'oblique baissière, par contre là il y aurait un changement de dynamique. Donc ça je le surveillerai et puis si ça intervient, je vous en parlerai.
Plus forte baisse du CAC ce jour, LVMH, moins 3,7%. Le titre pâtit de résultats en baisse et inférieurs aux attentes, alors que LVMH était considéré comme les opérateurs comme le titre du luxe le plus solide. Bien évidemment, qui dit baisse de LVMH, dit baisse de tout le secteur du luxe, et on a donc Christian Dior qui baisse également de 3%. On a des consolidations, donc on a une consolidation sur AB Science, titre qui s'était très fortement apprécié la semaine dernière, plus de 40% de hausse. On a Virbac qui baisse. Je postais un graphique mensuel ce matin du titre Virbac pour vous montrer qu'entre 2011 et 2016, eh bien, on avait une belle tendance haussière mensuelle. Mais suite aux publications de résultats inférieurs aux attentes depuis ce début 2016, eh bien, ça y est, l'oblique haussière mensuelle est cassée. Et donc, les cours partent à la baisse. Dans les baisses, on a aussi Solocal. Le titre Solocal est sorti d'un canal baissier hier et s'est fortement apprécié. Mais étant donné que les indices consolident ce jour et que ce titre est très corrélé aux indices, très spéculatif, eh bien, la pression haussière retombe un peu aujourd'hui. Kering baisse de 2%, donc le luxe également. Donc voilà pour les baisses. Et puis dans les hausses, on a Groupe Fnac qui s'apprécie de 5% suite à une prise de participation dans le capital. On a Orange qui rebondit d'1%. On a encore des valeurs pétrolières, Eramet, Morel et Prom qui tentent de se reprendre, mais on n'a pas beaucoup de fortes hausses ce matin, les indices restant toujours sous pression. On va aller faire un tour sur les matières premières. En même temps, je regarde vos questions. Donc, JT dit bonjour. Pour le moment, on n'est donc pas en tendance baissière claire pour les indices européens CAC et DAX. Non, pour le moment, les indices CAC et DAX ont retracé une partie de la hausse qu'ils ont gagnée pendant 2 mois. Ils se sont mis à plat dans des ranges. Si on sort de ces ranges-là par le bas, alors on confirmerait les velléités baissières et une possible reprise de la dynamique baissière à court terme et à moyen terme. Mais tant qu'on tient les supports, les espoirs haussiers restent entiers. Donc, pourquoi est-ce que les valeurs pétrolières tirent? Eh bien, tout simplement parce que le pétrole s'apprécie. Donc, regardons le graphique pétrole ensemble. Voici un graphique du pétrole depuis juillet dernier. Vous voyez que depuis 1 an, en gros, à chaque fois qu'il y a eu un rebond majeur du pétrole, il est venu toucher sa moyenne mobile à 200 jours et ensuite, il est parti à la baisse. C'est arrivé en juillet dernier, on est descendu fortement l'été dernier, on est remonté en octobre, on a touché de nouveau la moyenne mobile à 200 jours, on a chuté en direction des 26 $. Ici en bas, on a fait un double bottom entre 26 et 34. On avait reporté l'objectif à la hausse et ça donnait la zone des 41,42. On s'était arrêté juste sous les 41 $ et donc sous la moyenne mobile à 200 séances. Voyez le changement d'état d'esprit qui s'opère depuis une semaine. Déjà, d'une part, la semaine dernière, on a vu qu'un beau point bas avait été matérialisé ici. Ensuite, mercredi dernier, on a vu que les cours étaient repassés au-dessus de la MM30. Jeudi dernier, on a vu que les cours avaient stabilisé, étaient venus prendre appui sur MM30 et avaient validé cette moyenne mobile comme étant de nouveau un support clé. Vendredi, les cours se sont fortement appréciés. Hier lundi, la hausse perdurait. Aujourd'hui mardi, la hausse perdure encore. Et pour la première fois depuis 1 an, nous pourrions, si nous clôturions au cours actuel ce soir, casser la MM200 jours et peut-être ainsi développer du potentiel haussier en direction des prochaines résistances qui se situent à 42 et à 44 $. Donc ça, c'est à surveiller. Oui, le pétrole est beaucoup monté la semaine dernière et commence la semaine très fort, mais c'est légitime. On a des stocks qui baissent, on a le sommet de Doha qui approche et donc les spéculations qui augmentent. Et puis on a ici un fort mouvement acheteur. On pourrait donc casser les 40 en clôture ce soir. On pourrait potentiellement casser la MM200. Si c'était le cas, la hausse pourrait
continuer. Si ce soir on clôture par contre, on repart vivement à la baisse et on clôture sous les 40 $, là il faudra être très méfiant sur une éventuelle continuation de la hausse. Si on échoue de nouveau sous 40 $, on pourrait assister à un double top et donc à une consolidation des cours sous ce seuil. Mais si ça passe, eh bien, ça pourrait continuer de monter et ça pourrait ainsi continuer de soutenir le secteur énergétique, ce qui serait un soutien bien évidemment aux indices boursiers. Et puis on va regarder le pétrole Brent. Donc vous voyez le pétrole Brent, il était sous résistance en mars dernier à 42,30. Il est revenu sur support, il est reparti à toute vitesse. On a clôturé hier sur un nouveau plus haut annuel. On a clôturé hier avec un beau chandelier haussier pile sur la résistance. Et ce matin, les acheteurs enfoncent le clou. Si nous clôturons dans la zone actuelle de cours, nous validons la cassure d'une résistance et donc les cours pourraient aller chercher la résistance suivante. Si on retourne vivement dessous, là, il faudra se poser la question d'une consolidation des cours d'ici le sommet de Doha. Mais pour le moment, les acheteurs ont la main, les résistances cèdent et donc il faut en prendre note. Tant que la hausse est en cours, tant qu'il n'y a pas de reflux sous résistance, les acheteurs ont et garderaient la main. D'ailleurs, à lundi, je pense à la présentation que vous aviez fait sur le pétrole. Effectivement, on avait fait un webinaire sur le pétrole, c'était début mars me semble-t-il. On avait vu que les cours du pétrole pourraient potentiellement s'apprécier en direction des résistances grâce aux fondamentaux, grâce à des stocks qui pourraient baisser, grâce à des capacités de production en baisse, puisque vous avez peut-être vu que vendredi, le nombre de puits de forage aux États-Unis était un plus bas depuis 15 ans. Donc le fait que les prix soient bas, eh bien, ça fait qu'on arrête des puits et ça fait que l'offre est moins abondante. Et à un moment, si on a une offre moins abondante mais une demande qui reste stable et forte, eh bien, cela peut bien évidemment soutenir les cours et je pense que c'est ce qu'il se passe actuellement sur les cours du pétrole. Maintenant, que ce soit clair entre nous, on a parlé du support la semaine dernière, du redémarrage violent à la hausse. Il est évident que se placer à l'achat au cours actuel donne un timing d'achat bien moins attractif que ce qu'il était la semaine dernière quand on était non loin des supports. Et plus on montera, plus les cours arriveront dans des zones de résistance et de surachat potentiel et plus ils seront susceptibles d'être volatiles, voire de se replier. Mais en attendant, ce que je voulais que vous notiez, c'était donc ce fort mouvement de soutien aux valeurs pétrolières, ce qui soutient bien évidemment les indices boursiers. J'ai pas d'autres matières premières à regarder. Je vois que le riz continue de grimper depuis une semaine, mais pour l'instant, pas de sortie de canal baissier majeur, donc je patiente. Les cours de l'avoine sont dans un range dont je suis la sortie, mais pour l'instant, ça ne bouge pas. Les cours du blé se sont fortement repliés ces derniers jours et reviennent dans la zone de support mensuel. Je vous montre un graphique mensuel, le voici. Donc on se demandait le mois dernier si le blé avait fait un point bas et s'il était en train de repartir. On voit que ce mois-ci, les cours repartent à la baisse assez franchement. On pourrait donc potentiellement venir tester ici le support des 425 $ par boisseau. Non, 425 cents par boisseau. Et donc, si les cours y revenaient, il serait intéressant de suivre une éventuelle réaction sur cette zone de prix. Et puis bien évidemment, nous allons parler de l'or, l'or qui est l'actif phare de 2016. L'or au premier trimestre, donc entre le 1er janvier et le 30 mars, a réalisé son trimestre le plus fortement haussier depuis 30 ans, avec une performance haussière de près de 20% à la hausse. Nous avions vu ces dernières séances que l'or évoluait dans un range entre les 1210 et les 1240. Nous avions vu que l'or était soutenu car le dollar restait sous pression. On avait vu aussi que l'or était particulièrement soutenu puisque les indices baissiers restaient sous pression baissière.
Ce que l'on peut noter, c'est qu'il n'aura pas fallu que les indices cassent leur support pour que l'or sorte de la zone des 1240 à la hausse et s'apprécie. Donc ça veut dire que même quand le marché n'est pas dans une forte aversion au risque, dans un marché de peur, eh bien l'or reste particulièrement soutenu et haussier. Et ça, c'est encore de l'eau pour le moulin des acheteurs parce que ça montre qu'il y a beaucoup de facteurs cette année qui plaident pour la hausse de l'or. Il y a d'une part son côté de refuge, il y a d'autre part la consolidation du dollar, il y a aussi le fait que les taux négatifs, ça ne rapporte pas et voire ça coûte aux investisseurs, donc il y en a qui se diversifient sur l'or, car même si l'or n'apporte pas de rendement, eh bien on n'a pas besoin de payer pour pouvoir le conserver. Donc tant que l'or est au-dessus des 1240 $, les acheteurs ont repris la main à court terme et les plus hauts pourraient être revus. À 1272, on a les plus hauts en cours de clôture et à 1284,85, on a les plus hauts annuels. Donc voilà, on avait un pivot clé, il a cassé et donc naturellement les acheteurs prennent la main et la tendance de fond qui est haussière depuis 3 mois eh bien, reprend le dessus. Donc voilà pour les matières premières et puis on va finir avec les devises. Je regarde en même temps vos explications. Hervé me dit, sans vous flatter, vos analyses sont pertinentes. Ben écoutez Hervé, je suis très content que cela vous serve. En tant qu'analyste, je suis là pour décrypter ce qui se passe sur les marchés, vulgariser des concepts économiques ou d'analyse graphique. Je suis là pour vous donner des explications, pour vous donner des points de définition, pour bien vous exprimer le fait qu'il est important d'attendre les signaux validés en cours de clôture, pour vous donner des points clés, des figures chartistes. Voilà, ça c'est mon travail et après à vous, avec tous ces éléments, de réussir à faire votre cheminement logique, à choisir vos actifs, puis à placer vos trades. Je fais une partie du travail certes, mais vous faites aussi une partie du travail très importante. JC nous dit quelle différence entre le pétrole brut Brent et la valeur cotée à Londres. Le pétrole brut, le Brent, cote à Londres et donc celui de la plateforme de CMC Markets est bien celui de Londres. Par contre, JC, vous noterez sur les pétroles qu'on a des produits à différentes échéances. On a le pétrole Brent échéance avril, mai et juin. Et en fonction de l'échéance que vous prenez, le prix est différent. C'est pour cela que parfois vous allez regarder sur certains sites internet, vous allez voir un prix différent par rapport au nôtre, alors qu'en fait c'est peut-être une échéance différente. Voilà. On va passer donc aux monnaies. Plus forte hausse du jour, c'est l'AUD-USD. On avait vu ensemble la semaine dernière, jeudi, qu'un support avait été créé à 0,75, que l'AUD avait besoin de consolider à plat après une forte appréciation pendant 3 mois. Alors il faut savoir que l'AUD, c'est la monnaie australienne. Elle est très corrélée au cours des métaux et notamment au cours de l'or. Donc il est tout à fait légitime en fait quand vous voyez les cours de l'or s'apprécier fortement hier et encore aujourd'hui et alors que le dollar est sous pression, eh bien il est complètement légitime, normal de voir l'AUD-USD repartir comme ça dans le sens de sa tendance après avoir touché des supports soutenus par la hausse de l'or. Et donc vous avez l'AUD-USD qui repart à la hausse. La paire est dans une tendance haussière que l'on voit ici matérialisée par une oblique de tendance. Depuis un mois à peu près, elle consolide à plat. On est passé de support, on va arriver bientôt dans les résistances, donc il faut faire attention quand même sous les résistances. Et si on arrive à casser les plus hauts du 31 mars, on pourrait avoir une continuation de la hausse en direction des prochaines résistances. Le NZD, il a fini par toucher et tenir l'oblique qu'on avait vu ensemble la semaine dernière. On avait vu qu'il y avait une oblique de soutien ici qui passait par les plus bas. Elle a tenu et les cours sont repartis à la hausse dans le sens de la tendance depuis 3 mois. On retrouve aussi dans les hausses du jour les paires en yens. Donc GBP Yen, on en avait parlé la semaine dernière. GBP Yen avait fortement chuté à cause d'une part de la hausse du yen et d'autre part des faiblesses de la livre. Par contre, depuis 2 jours, l'USD Yen s'accroche, donc les paires en yens arrêtent de chuter, et d'autre part, la livre est forte. C'est ce qui a permis à court terme un rebond technique en cours sur GBP Yen. L'USD Yen, on en parle, le voici.
Alors, c'est pas non plus ultra punchy, hein. On est dans une tendance baissière de moyen terme, on est dans une tendance baissière de court terme, on a chuté pendant 6-7 séances consécutives, mais on peut constater que depuis l'ouverture en gap baissier de lundi, les cours de l'USD Yen s'accrochent. Ils s'accrochent tant bien que mal à la zone des 107,60. Donc tant que cette zone de prix là tient, eh bien, on a les espoirs d'un rebond haussier de court terme. Pour ce faire, il faudrait de l'appétit pour le risque et c'est ce dont on manque sur les indices boursiers. S'il y a de l'aversion au risque, qu'il y a donc de la peur, le yen en tant que valeur refuge sera recherché et la baisse reprendrait. Donc à court terme, un support a été trouvé et si l'USD Yen venait à rebondir un peu plus fortement, cela pourrait être un soutien aux indices. Si par contre les indices partent à la baisse, l'USD Yen a des risques de casser la zone actuelle et d'aller chercher son prochain support qui se trouve dans la zone des 105 à moyen terme. La livre, la voici. Donc la livre, j'en parlais même hier, j'ai été absent, mais je vous faisais un petit tweet sur la livre, parce que la livre, on en a parlé la semaine dernière sur la zone des 1,40 et le graphique que je vous montre depuis maintenant plus d'un mois, ça fait 2 mois que je vous le montre, c'est celui-ci. Ça, c'est un graphique de GBP-USD depuis 14 ans. Qu'est-ce que nous montre ce graphique de GBP-USD? Eh bien, il nous montre qu'en 2001, en 2008 et en 2016, eh bien, la livre est sous pression baissière et elle travaille une zone de prix historique. Quel autre enseignement pouvons-nous tirer de cette zone de soutien historique? Eh bien, c'est qu'à chaque fois, elle a permis des rebonds majeurs. La question que je me posais et donc que je vous faisais vous poser était avons-nous vu le pire? En fait, depuis 2-3 mois, on nous parle du Brexit. On nous dit, si l'Angleterre sort, il va y avoir des soucis, ça pourrait déstabiliser l'Angleterre, déstabiliser la livre, déstabiliser la zone euro. Et moi, je vous disais, oui, mais si elle ne sort pas, s'il n'y a pas de Brexit, et si au final, la forte chute des cours qu'on a vue ces derniers mois était due à des spéculations et à de la peur, mais qu'au final, eh bien, il n'y avait pas de Brexit, eh bien, la livre pourrait très bien rebondir. Or, ces dernières séances, suite à des excès de pessimisme sur la livre, suite à une déstabilisation de Cameron à cause des Panama Papers, et grâce à de bons chiffres économiques, on a vu la livre se reprendre depuis la zone des 1,40. Et si le dollar continuait d'être sous pression, eh bien la livre pourrait peut-être repartir vers sa résistance des 1,45. Et qui sait, peut-être que la livre ne reviendra pas sous les 1,40. Alors que tout le monde est baissier, alors que tout le monde parle de Brexit, j'aime à penser que le Brexit pourrait ne pas se faire et que la livre, en fait, est peut-être ancrée dans un excès de pessimisme ces derniers mois. Nous verrons donc ce que cela donne d'ici le mois de juin. Mais en tous les cas, gardez à l'esprit que lorsque le consensus est trop fortement baissier ou trop fortement haussier, le marché aime à faire l'inverse. Souvenez-vous, quand tout le monde était baissier sur le pétrole et qu'on passait sous les 30 $, eh bien c'était un point bas. Eh bien, de la même façon, quand la livre arrive à proximité des 1,40 et que tout le monde parle de la baisse de la livre et du Brexit potentiel, j'aime à penser que le Brexit pourrait ne pas avoir lieu et que la livre pourrait potentiellement rebondir depuis cette zone de prix majeure que l'on a vu qui faisait soutien en 2001 ou en 2008. Donc voilà, ça c'est à garder à l'esprit. À lundi, à mon avis, s'il y a Brexit, ce sera plus négatif pour l'Europe. Alain est anglais. Alors effectivement, vous avez un biais puisque vous êtes anglais. Je pense que l'Europe, comme l'Angleterre, aurait à perdre à court terme. Certaines analyses expliquent qu'à long terme, ce serait bon pour l'Angleterre. Je demande à voir. En tous les cas, ce sera à suivre dans les semaines qui viennent. Et puis, je finis avec l'euro-dollar. L'euro-dollar, la semaine dernière, était dans un range et je vous disais la semaine dernière de bien attendre qu'un signal soit donné en cours de clôture pour anticiper la sortie du range. Ou du moins, je vous expliquais qu'en fait, il ne fallait pas anticiper la sortie du range et que pour savoir si on allait sortir par le haut ou par le bas, il fallait constater une clôture. On a tenté de sortir jeudi dernier, on a tenté de sortir hier. Aujourd'hui, de nouveau, on tente de dépasser cette zone de prix des 1,1450. Gardez à l'esprit par contre que juste au-dessus d'un 14,50, on a le seuil des 1,15. Donc peut-être qu'on est en train de sortir au-dessus d'un 14,50 pour aller voir un 15.
Ça reste une zone d'importance, cette zone des 1,1450, 1,15. Si on la passe en force, alors potentiellement, donc on pourrait aller en direction des 1,17, les plus hauts de 2015, la résistance de août 2015. Si au contraire, de nouveau, on échoue dans la zone des 1,1450, 1,15, on pourrait se replier nettement. Mais pour se replier sur l'euro-dollar, il faudrait soit des statistiques mauvaises pour les US, soit que les membres de la BCE tapent un peu du poing sur la table, soit que les membres de la Fed qui vont parler cet après-midi et ce soir évoquent des hausses de taux potentielles, que cela raffermisse le dollar et donc que ça fasse retomber un petit peu l'euro-dollar. En tous les cas, ce que l'on constate depuis 6 séances maintenant, c'est que les plus bas sont de plus en plus hauts, c'est qu'on a une tendance depuis 2 mois qui est fortement haussière, et donc il est légitime que la pression soit à la hausse et que les velléités haussières tentent de sortir par le haut en direction des 1,15. Après, il faut faire attention à la volatilité, le marché n'a pas l'air d'être sûr de lui et donc on est dans une zone de prix un petit peu de turbulence et j'attends de voir donc comment cela va se passer dans cette zone-là. JC, donc tous mes encouragements pour l'émission, merci pour les analyses, c'est très intéressant. Bien écoutez, merci à vous. Manu dit bonjour Nicolas, très bien vos analyses, juste une remarque paradigme avec un I et pas avec un Y. Merci Manu pour la correction, effectivement j'ai marqué paradigme avec un Y sur Twitter la semaine dernière. Le Brexit sera très compliqué pour tout le monde, nous dit Alain, effectivement, après comme beaucoup de votes, souvent, eh bien, à la fin, eh bien, c'est l'inaction qui a le dessus. L'inaction, ce serait donc un non-Brexit. Nous verrons bien, mais en tous les cas, pour l'instant, il est clair que cela pèse. À quelle date se tiendra la réunion de l'OPEP sur le pétrole, JT? Donc ce sera une réunion des membres de l'OPEP, mais également d'autres membres de pays producteurs. Ce ne sera pas que l'OPEP. Et la réunion, c'est le 17 avril prochain. Donc ce sera le dimanche. Il faut faire très attention à ça, car suite à cette réunion qui se tiendra un dimanche, nous avons de très grandes chances de voir un gap haussier ou un gap baissier opérer sur les cours du pétrole la semaine suivante. Pour finir, je repasse sur le CAC 40. Vous pouvez voir donc que le CAC 40 a ouvert et a échoué sous la résistance des 4320 ce matin, qu'il est sous pression. Petit point positif à très court terme, on a touché 4268 points, au-dessus des plus bas d'hier, on s'est approché de l'oblique de soutien et les acheteurs tentent, je dis bien tentent, de prendre la main. Alors un point positif aussi à noter, c'est hier la clôture au-dessus de M7, la moyenne mobile à cette période. Elle fait de nouveau support ce jour et elle se trouve à 4280 points, on est pile poil dessus. Donc tant qu'on tient la zone des 4260, 4280, les acheteurs pourraient tenter de reprendre la main. Si et seulement si on accélère sous 4260, là on parlera d'accélération baissière potentielle. Voilà. Olivier, pour finir, nous dit « Que penser de l'Allemagne qui veut défendre ses épargnants contre la BCE ?» Eh bien, Olivier, c'est un sujet sensible. Les taux négatifs, ça fait potentiellement perdre de l'argent à beaucoup de monde, à beaucoup de pays, dont la France, dont l'Allemagne. Le problème, c'est que c'est une politique monétaire globale qui a été décidée par l'Europe. Or, la puissance la plus forte de l'Europe, c'est l'Allemagne. Donc je trouve quand même osé de la part de Schäuble de nous dire que c'est la faute de la BCE si des épargnants allemands sont lésés. Voilà, je pense que les Allemands ont pesé le pour et le contre, ont pris cette décision avec les autres Européens, que le quantitative easing pèse sur la dette, que les taux faibles pèsent sur les épargnants, que cela pèse également sur les bancaires, mais ils n'ont a priori pas d'autre solution de rechange. Donc je trouve cela un peu particulier de la part de l'Allemagne, mais comme d'habitude, en fait, si je puis dire, l'Allemagne fait les choses avec l'Europe, mais elle continue de critiquer l'Europe. En attendant, l'Allemagne, c'est la première puissance en Europe, et c'est aussi elle qui jouit le plus du quantitative easing européen, puisque c'est sur les obligations allemandes qu'ont été opérées le plus d'opérations d'achat de la part de la BCE.
Voilà. Donc, je trouve qu'il n'est pas très sport de critiquer son propre camp. Mais c'est la position allemande depuis un certain temps. Voilà, sur ce, c'est la fin de la matinale, une matinale relativement longue puisqu'on a fait pratiquement 45 minutes. J'étais très content de vous retrouver aujourd'hui. On a fait un point complet sur la situation. Vous avez les supports et les résistances sur les principaux actifs. Je suis en train de travailler une amélioration de la présentation pour débuter la matinale afin de vous rajouter des informations et de la rendre de plus en plus complète. Si vous avez des idées, des critiques constructives, n'hésitez pas dans les séances qui viennent à me faire passer le mot. Voilà, bon appétit à tous, bon trading, bonne séance et je vous retrouve demain 10h tapante pour la matinale.